Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arts martiaux traditionnels français. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages d'encouragement, mais également aux nombreux conseils que j'ai pu recevoir suite à la toute première vidéo des arts martiaux traditionnels français. Des conseils au sujet du placement de ma voix, au sujet du montage, au sujet du discours que je peux tenir, un discours qui peut être sujet à débat sans aucun problème, bien sûr. On va essayer de tenir compte de ces nombreux conseils que j'ai pu recevoir pour essayer de vous fournir un contenu de qualité, comme disent les influenceurs. Dans ce premier format, je vais vous proposer de vous expliquer des thématiques importantes des arts martiaux français à partir d'événements du 19e, du 20e, mais également d'anciens régimes, en fonction de ce que j'aurai à vous dire, en fonction des thèmes que je vais choisir. Et puis, vous allez découvrir des aspects des arts martiaux français qui sont méconnus. Alors, les rétroactualités, c'est maintenant. Dans l'épisode pilote, je vous disais que les arts martiaux français n'étaient pas spécialisés. Mais que voulais-je dire par là exactement ? Oui, il y avait bien l'escrime, la lutte, la boxe française, la canne, le bâton. Ces disciplines ainsi énumérées sont donc séparées les unes des autres dans notre esprit contemporain. Mais au XIXe siècle, de nombreux rassemblements ont lieu laissant penser que tout n'était pas séparé. Les pratiquants, les professeurs et les maîtres de ces différents arts de combat se retrouvaient lors de différentes sortes de rassemblements. Et c'est précisément là que je veux en venir. Louis Le Boucher, le célèbre professeur de boxe française et de canne, se livrait également à l'organisation de rassemblements dans de grandes salles parisiennes de l'époque. Aujourd'hui, on dirait volontiers de lui que c'était un promoteur. Ces rassemblements étaient en fait des assauts de spectacle, des grands assauts, disait-on. Les tireurs, il s'agissait souvent de professeurs, s'affrontaient par discipline en binôme. Des programmes étaient édités, des comptes rendus étaient rédigés dans les journaux. Tout cela faisait partie de la culture du 19e. Mais regardez plutôt ce programme. Le 10 avril 1866, grand assaut donné par M. Le Boucher, salle du Château Rouge d'Hiver, rue du Château d'Eau. Avec le concours de messieurs Louis Mérignac, surnommé alors le tireur noir, pour l'escrime. Pour la boxe, Gilles Vert, premier maître au chasseur de la Garde et son prévôt. Papy, premier maître aux zouaves de la Garde et son prévôt. Charlemont, premier maître au 99e de ligne, et Mômé, son prévôt. Antoine Dornier et Pierre le Savoyard pour la lutte, et Alfred Perrier pour la gymnastique. Dans cette séance, le Boucher fait répéter par son fils âgé de 10 ans la voltige de la canne et lui fait frapper de 110 à 120 coups de figure dans l'espace de 30 secondes. Avez-vous vu ? Boxe française, canne, escrime se côtoient. Et la lutte, bien sûr. Vous imaginez bien que la lutte n'était pas en reste. La lutte aussi avait ses promoteurs, ses organisateurs. J'en veux pour preuve celui qui répondait au nom de Rossignol-Rollin. Rossignol-Rollin. Mais qui est-ce donc ? Eh bien, ce cher monsieur s'est fait connaître dans la deuxième moitié du 19e siècle comme organisateur de spectacles de lutte. Mais de quelle lutte parle-t-on, me direz-vous ? Une petite parenthèse s'impose ici, chers amis. Il s'agit de la lutte française, aussi appelée lutte à main plate. Je vous en parlerai probablement dans une prochaine vidéo de manière plus détaillée. En bref, on peut dire qu'au carrefour des années 1840 et 1850, la lutte a dû être codifiée. Le but était de pouvoir lutter plus en sécurité et surtout de se doter d'une image publique plus acceptable. On a ainsi retiré les coups frappés, les coups dangereux. Pour ce faire, on a ouvert les mains, d'où le nom de lutte à main plate. Et, dit-on, sous l'influence de lutteurs bordelais, les coups sous la ceinture ont été interdits. Ce qui a donné à la lutte française une physionomie bien particulière qui a été conservée dans la lutte olympique, qu'on nomme aujourd'hui lutte gréco-romaine et que nous connaissons toujours aujourd'hui sous ce nom. Mais revenons à Claude-Eugène Rossignol-Rollin. Il avait réuni autour de lui une troupe de lutteurs, auxquels il donnait des noms tous plus folkloriques et hauts en couleur les uns que les autres. Et il organisait des spectacles de lutte dans des salles parisiennes comme la salle Montesquieu. Et dans ces spectacles, il n'y avait pas que la lutte, car certains lutteurs de Rossignol-Rollin maîtrisaient aussi la boxe française et la canne.
On retrouve dans les programmes de ces spectacles le célèbre Louis Vigneron, surnommé l'Homme Canon, et Rambaud, dit la Résistance. Et leurs assauts de boxe française et de canne étaient parfois intercalés entre des assauts de lutte française. Ils étaient lutteurs et boxeurs, canistes, bâtonnistes et escrimeurs. Bien sûr, tout le monde n'était pas polyvalent, mais un certain nombre de pratiquants et de professeurs avaient à cœur de pratiquer l'ensemble de ces disciplines de front. Tous nos célèbres professeurs de boxe française étaient polyvalents, depuis Michel Dipisseux jusqu'à Roger Lafont, en passant par Louis Le Boucher, Louis Vigneron, Charles Ducrot, les frères Lecourt, les Charlemont, père et fils, et bien d'autres encore. D'autres circonstances permettaient aux pratiquants de se retrouver. Quand on y pense, l'armée n'est-elle pas un contexte de choix pour rassembler les passionnés du combat ? Bien sûr, les soldats étaient formés lors d'un service militaire relativement long, mais ils avaient également l'occasion de se rencontrer lors de camps militaires. L'un des plus célèbres est le camp de Châlons. Inauguré par Napoléon III en 1857, le camp de Châlons, c'est 10 000 hectares consacrés aux manœuvres militaires. Il abritait entre 20 000 et 30 000 soldats et est rapidement devenu un lieu de propagande pour le régime impérial. Chaque année, le camp se transformait en véritable petite ville, et ce n'est pas le seul camp militaire existant sur notre territoire. Vous comprendrez que les échanges entre soldats et citoyens étaient permanents. Pour l'anecdote, le célèbre Joseph Charlemont raconte dans son ouvrage La boxe française historique et biographique, publié en 1899, qu'il a fait la rencontre du maître d'armes Eugène Chauderlot en 1864 au camp de Châlons. Depuis lors, les deux compères étaient de toutes les démonstrations dans le monde civil et lièrent une vive amitié. Mais faisons plutôt la lecture de Joseph Charlemont lui-même. Le bataillon partit pour le camp de Châlons en 1864. Le maréchal de MacMahon commandait le corps d'armée. Les maîtres de boxe, cannes, etc., des différents régiments s'étaient réunis en vue d'organiser un premier assaut. On apprit alors que le maître du 19e bataillon, dont la réputation était déjà très répandue, n'était pas encore arrivé. On remit l'assaut à une date à laquelle celui-ci devait être présent. Lorsqu'il descendit à la station de Mourmelon, la plus grande partie des maîtres étaient venus lui serrer la main et faire sa connaissance. Il savait déjà, par les maîtres et prévôts du 19e, que le premier maître avait une école sérieuse, spéciale, l'école de Paris. Ils lui firent un accueil sympathique, et tous se rendirent à la cantine. Là, les cœurs s'ouvrirent, et les potins eurent libre cours. Car il y avait un maître au 13e bataillon de chasseurs, nommé Gérard, qui faisait son malin en faisant des revers de pied avec ses espadrilles, dont les semelles incrustées de sable ou de terre laissaient chaque fois des traces sur la figure. Pendant qu'il tirait, il imitait le cri du chat pour influencer son adversaire. Il était solide de corps, souple et vif. On n'aurait pas été fâché de le voir devant un tireur qui l'eût calmé. « On a songé à vous, disait-on à Charlemont. Voudriez-vous tirer avec lui à l'assaut ?»« Pourquoi pas, répondit ce dernier. Ah, parfaitement, je tirerai avec tout le monde. » C'était tout ce qu'on désirait. Le maître du 13e bataillon n'était pas là, bien entendu, mais il n'ignora pas ce qui avait été décidé en son absence. À l'assaut, on le mit en présence de Charlemont. Quand il vit ce dernier en garde, il perdit sa contenance habituelle et voulut débuter par son coup favori, le revers de pied direct. Il le faisait de loin, très vivement. Sur cette attaque, au lieu de reculer, son adversaire s'avança en se penchant de côté en dehors. Le coup passa, et la jambe se trouva à la hauteur de la cuisse sur l'épaule de Charlemont, qui n'eut qu'à se redresser pour le jeter à terre. Ce fut d'abord un grand désappointement pour Gérard d'avoir raté son coup favori, mais il le fut encore bien davantage lorsqu'il voulut se remettre en garde. Il y était à peine qu'il reçut de Charlemont un revers de pied sur la figure qui fit le bruit d'une claque. Il n'en avait jamais reçu de pareil. Se sentant perdu, il comprit qu'il avait affaire à un adversaire avec qui il ne fallait pas faire le chat. Charlemont déploya sur lui son jeu magnifique et le battit complètement, sans que celui-ci pût le toucher une seule fois, tant il était surpris. Les autres étaient dans la joie, car ils étaient vengés. On alla à la cantine se rafraîchir et commenter les phases de ce premier assaut. Gérard bouda et n'y vint pas. Le lendemain, Charlemont alla le voir à sa tente, le réconcilia avec lui, et ils devinrent de bons camarades.
Pendant les 4 mois de séjour au camp de Châlons, on pouvait assister tous les jours à des assauts. Charlemont invita le maître du régiment le plus voisin à venir avec ses prévôts, travailler chez lui. Le lendemain, c'était au tour d'un autre régiment, et ainsi de suite. Il épuisa à tour de rôle les régiments des 3 divisions d'infanterie. Les autres maîtres procédèrent de la même façon, et les assauts se succédèrent tous les jours. En réalité, la plupart des maîtres, prévôts et élèves des régiments du camp prenaient part à l'assaut du jour. Il y avait au camp de Châlons un grand nombre d'officiers étrangers venus poursuivre les grandes manœuvres, qui ne manquaient pas d'assister aux assauts de boxe qui les intéressaient fort. Ils faisaient entre eux une masse qu'ils remettaient au maître de l'assaut du jour pour rafraîchir et encourager les tireurs. Ce fut une bonne campagne pour la boxe, les 4 mois passés au camp de Châlons en 1864. Tous les maîtres et prévôts y avaient fait de grands progrès. C'est là que Charlemont et Choderlos firent connaissance et tirèrent ensemble pour la première fois. À partir du moment où l'on part d'une vision d'autodéfense et de culture physique, tous ces arts de combat vont ensemble. Par exemple, Eugène Choderlos s'était fait une solide image de sabreur, mais il avait à cœur de pratiquer tous les arts de combat. Il lui répugnait de les isoler. Et il n'était pas seul à penser de la sorte. C'est toute une vision de l'être humain qu'on découvre ainsi, bien loin de la spécialisation du sport moderne. L'objectif de la pratique n'était tout simplement pas le même qu'aujourd'hui. Les textes du XIXe siècle sont émaillés des principes de développement des qualités physiques, mentales et morales de l'être humain. Et voilà, chers amis, ainsi se termine cet épisode de la Dépêche de Superfab. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à la partager, faites connaître notre patrimoine et n'oubliez pas que nous sommes la culture.